Les résultats 2023 de Steph sont sortis il n'y a pas si longtemps. Les résultats 2023 de Steph viennent de sortir et sont plutôt bons. On va essayer de les décortiquer ensemble et voir si elles constituent une opportunité d'investissement à ce prix-là. On constate directement qu'il y a un certain rallye haussier sur la valeur. Donc on le voit quand même depuis les plus bas de 2020. On est à peu près sur 57 € l'action. Aujourd'hui on se situe à 133. Et donc on peut voir quand même après depuis 2018 elle s'était stabilisée à 100 €. On avait eu un bon creux en 2022. Puis un autre creux à peu près une centaine d'euros en 2023. Personnellement, c'est ici que je me suis placé. Donc, j'ai un PRU pour 2 actions à 102 €. Et donc, aujourd'hui, je suis en plus-value d'à peu près 30%. Donc, avec en plus un rendement du dividende indiqué à 3,83. Personnellement, en tout cas pour moi. Mais on augmente le dividende étant donné qu'elle a proposé, si je ne me trompe pas, un dividende de 5,10 €. Ce qui vous donne donc un rendement du dividende à 3,83 et personnellement moi sur coût d'acquisition un rendement du dividende à peu près de 5%. Maintenant on va voir si est-ce que oui ou non elle constitue toujours une opportunité d'investissement. Déjà ce qu'on peut voir c'est que son PER par rapport à des ratios de valorisation historiques on est un petit peu plus bas, c'est-à-dire qu'on se situe en moyenne à 10 fois les bénéfices alors qu'on a déjà pu se situer dans de bonnes années à un certain niveau. Ensuite on a vu qu'on a vu un rallye baissier même si finalement nos résultats ont augmenté. C'est ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que beaucoup de personnes trashaient l'entreprise alors que pourtant les résultats augmentaient. Donc on va essayer de comprendre si oui ou non est-ce qu'il y a encore du bénéfice à se faire sur Steph. Donc là c'est ce qu'on va voir ici. Donc on a les résultats annuels 2023 avec les informations importantes qui sont la cession des activités maritimes, donc ACMA CGM, ce qui nous a rapporté je crois un peu plus de 200 millions. Et donc opération de croissance externe, c'est-à-dire rachat en Belgique et aux Pays-Bas de marques à peu près dans le même business que nous, c'est-à-dire on continue d'investir massivement dans nos outils de production, c'est-à-dire 350 millions d'euros. Donc ça, on le verra un petit peu plus loin dans le tableau flux de trésorerie. Donc on va regarder ici notre chiffre d'affaires. Donc en 2022, on voit que retraité de la méridionale, c'est ce qu'on voit un petit peu plus bas ici avec la norme IFR 5. Donc retraité de la méridionale, on avait un chiffre d'affaires de 4 milliards 159 millions et donc aujourd'hui on est sur un 4 milliards 442 millions, une variation de 6,8%. Je ne sais pas s'ils le prennent sur le publié ou sur le retraité. Et ensuite un résultat opérationnel courant, donc qui augmente à ce niveau-là étant donné que on prend en compte que la méridionale nous faisait plomber notre résultat net d'à peu près de 20 à 30 millions par an et donc on l'a vendu ouais, à 200 millions si je me trompe pas. Maintenant, on va voir un petit peu plus, résultat opérationnel courant, on voit que c'est ça, Maritime nous enlevait donc 30 millions à peu près, et donc on voit que si ça bougeait pas. Steph France, on voit que ça a beaucoup baissé, et Steph International, ça a augmenté. Alors évidemment, ça a augmenté dû à la croissance externe. Maintenant, à savoir, est-ce que oui ou non, sur les marchés sur lesquels on fait de la croissance externe, on pourra toujours faire de la croissance organique ou pas? Parce que c'est vraiment ce genre de questions qu'il faut se poser quand vous investissez sur Steph, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui, oui, elle est faiblement valorisée, mais après tout, c'est son secteur qui le veut, c'est-à-dire qu'au maximum, vous l'avez à 15 fois les bénéfices, étant donné qu'on a des marges qui sont quand même assez faibles sur ce genre de secteur. On va aller le regarder à ce niveau-là et voir que, vous le voyez ici, les marges brutes sont assez faibles, même en baisse, et les marges opérationnelles se tiennent. Et donc les marges nettes, on a des marges de distributeurs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, même si on a une augmentation de nos marges. En ce moment, apparemment, il faut quand même les retraités prendre une moyenne et voir que à certains moments de repli, est-ce que Steph ne sera pas dans un certain pétrin, disons-le, pour aller se faire refinancer par exemple, avec un rendement des capitaux propres qui est assez intéressant en soi, c'est-à-dire que tant que les taux ne sont pas extrêmement hauts, elle a toujours un intérêt à les investir, pareil pour le rendement du capital investi, sauf certaines années, on voit des 5,40, 7,5, etc. C'est des moments où ça sert à quoi d'aller emprunter à 4 si vous investissez à 5. Maintenant, à savoir la structure de la dette, est-ce que oui ou non on en a beaucoup? On voit que apparemment on a 1,16 milliards de dettes pour un total d'actifs de 3. Donc après on a le reste de la dette, mais donc on a un total d'avoir à 1 milliard, une capi à 1,6. Nous on va aller quand même regarder un petit peu plus loin et voir à l'intérieur. Donc Steph France, les activités affichent un chiffre d'affaires stable à 2351. On voit que les marges ont baissé aussi, la contraction des volumes traités au sein de l'activité de frais et de transport. Donc ça, de toute façon, on le savait à peu près, c'est-à-dire que les marges des distributeurs ont beaucoup baissé, que ce soit en 2022 et 2023, une certaine normalisation, on va le dire. On voit surtout qu'il y a une possibilité de reprise avec les activités des surgelés qui ont repris par rapport au ralentissement du contexte inflationniste et la baisse du coût de l'électricité qui, eux, leur pèse énormément. C'est-à-dire que quand le gaz russe a augmenté en 2022, etc., on a vu l'entreprise se casser la gueule. On l'a vu quand même à ce niveau-là, elle s'est cassée la gueule à partir du moment où on a eu l'annonce qu'on allait se faire couper du gaz russe, et ensuite, quand les prix de l'électricité
ont remonté, c'est-à-dire de toute façon je pense que si vous regardez cette courbe à ce niveau-là, si on regarde le rouble par rapport à l'euro, on va voir, l'euro par rapport au rouble, pardon, on va voir exactement le même genre de courbe. Maintenant on voit que Steph International, c'est là où on a eu une augmentation, c'est-à-dire 11% de notre chiffre d'affaires par rapport à la péninsule ibérique et de l'Italie, et le taux de marge s'inscrit également en amélioration malgré les acquisitions. On voit qu'il y a une croissance organique en Espagne et en Portugal, avec l'assignation de nouveaux contrats, donc avec les camions qui possèdent eux-mêmes, l'Italie qui retrouve un niveau intéressant, pareil pour les prix de l'énergie, etc. Donc les prix de l'énergie se stabilisent à peu près en zone Europe. Donc ça c'est l'intérêt au final d'avoir de l'arène ou d'avoir ce genre de dispositif de marché européen de l'électricité, c'est-à-dire que quand ça baisse à un endroit, ça baisse partout. Donc ça peut être intéressant pour nous. Ensuite, on voit que l'augmentation des dividendes, etc. et les perspectives 2024, malgré un faible croissance alimentaire qui pourrait se prolonger sur le premier semestre, le groupe reste confiant sur l'année 2024. Donc c'est-à-dire qu'on voit à peu près le même niveau de perspective que sur toutes les autres entreprises, c'est-à-dire un S1 assez faible et un S2 en reprise. On va se plonger un petit peu plus dans la présentation des résultats, donc avec les deux acquisitions. On le voit ici, Transwest en Belgique, 200 employés, 72 millions de chiffre d'affaires, 2 sites avec 250 véhicules. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans l'internalisation. On garde nos véhicules à nous, on mettra peut-être Steph ou peut-être qu'on gardera le nom de la marque, je ne sais pas comment ils vont l'acquérir, je ne sais pas exactement. Ensuite on voit le nombre d'employés direct et indirect, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a de la sous-traitance, parce que potentiellement on est sur un plus gros groupe. Maintenant, il y a un turnover, donc un chiffre d'affaires qui est 2 fois plus important ici, avec quand même beaucoup plus d'employés, 6 sites et 325 véhicules. Maintenant, on voit ici qu'à peu près le contexte économique s'est détérioré, ça on le savait, donc là on le voit ici, l'international c'est ça qui a augmenté, le scope, et là ensuite on a l'augmentation, les sales of good for home, food service, etc., c'est-à-dire les autres branches du type de business que fait Steph. Maintenant, on voit à peu près l'operating income, on voit qu'on a une baisse des marges en France et une augmentation des marges à l'international. Donc maintenant, on voit quand même que le chiffre d'affaires, il monte beaucoup dans les nouvelles branches. Résultats non récurrents, donc ça nous intéresse pas du tout. Les résultats financiers, etc. Net debt finance expense. On voit que la net debt qui finit à la fin de la période, on est à peu près sur 1 milliard. Et donc on voit qu'on a remboursé pour 27. Et les frais à peu près de la dette donc sont passés à 25, 2% à peu près d'intérêt sur la dette, donc c'est quand même important, mais c'est pas si important que... c'est pas si énorme. Donc ensuite on voit que les EBIT, ça augmente, les taxes, les résultats financiers, c'est-à-dire qu'à peu près donc le résultat net des opérations continuées n'augmente pas. Ensuite on voit que les opérations interrompues nous ont fait augmenter à 17 millions. Ce qui nous donne à peu près groupe share net result de 191 millions. Ensuite, on a la vente, etc. Maintenant, par rapport au free cash flow, on va voir qu'on a un CAPEX qui donc augmente. On a la vente d'une activité, l'activité maritime, qui a donc rapporté 118 millions. On a vu qu'on a un free cash flow qui est beaucoup plus important cette année. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a vendu l'activité de la méridionale pour 118 millions. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet argent ? On le met dans le CAPEX. Et on baisse un petit peu notre CAPEX external, c'est-à-dire le CAPEX de growth. Là, on a une augmentation du CAPEX pour maintenir nos outils de production, potentiellement parce que notre parc devient encore plus gros. Maintenant, donc on voit la distribution des dividendes. Donc là, il nous parle un petit peu de l'inflation, etc. On a l'augmentation des prix de l'énergie. Donc ça, de toute façon, on le savait un petit peu. Maintenant, on voit donc la France, operating income qui baisse de 10%. C'est quand même assez important. Donc on voit que c'était quand même par rapport à donc voilà, une baisse des volumes sur les 3 derniers quarters. Ensuite, on a une augmentation par contre sur les food services, une augmentation du turnover et de l'operational income, une bonne performance à ce niveau-là, et donc on voit à peu près qu'il y a l'air d'avoir que des bonnes performances, sauf à ce niveau-là. Et donc c'est celle qui nous fait perdre 10%. Ensuite, sur les activités internationales, on voit que l'operating income monte de 53% par rapport à un chiffre d'affaires qui monte seulement de 11%. C'est-à-dire qu'on a réussi à augmenter les marges à ce niveau-là. Maintenant, on voit à peu près que on investit 37 millions dans le développement énergétique, d'accord, donc potentiellement pour pouvoir se faire financer plus tard, je ne sais pas si est-ce qu'ils peuvent avoir des prêts comme l'a pu avoir Ruby, c'est-à-dire mettre 60 millions, tu peux emprunter 500 millions et ensuite, voilà, la dépense, les frais de cette dette s'établissent à peu près à 1%, voire peut-être même beaucoup moins. Maintenant, à peu près, on a les services humains, etc., donc ça nous intéresse assez peu. Mais donc on nous dit quand même que là, ils se refocusent sur leur cœur de métier. C'est-à-dire là où ils avaient eu un petit peu moins de croissance, en tout cas en France. Et donc c'est pour ça qu'on a vu
peut-être un capex beaucoup plus gros, et pas dans un capex pour grosse, mais un capex dans le maintien de nos activités, peut-être pour acheter plus de camions, refaire tous nos nouveaux camions, etc. Est-ce qu'il va y avoir une refonte de certains entrepôts pour pouvoir les mettre aux normes de la compagnie, etc. Donc on a vraiment un focus sur le main cœur du business, et donc ça va nous intéresser énormément. Ensuite, on a l'intégration de toutes les compagnies qu'on a acquis, c'est-à-dire qu'on va aller faire des synergies un maximum. Ensuite, on va aller s'implanter, donc avec un nouveau plan qu'ils ont fait, donc le Share Incentive Plant en Angleterre. Et donc on continue d'investir dans Operational Tools, donc ça c'est ce que je vous ai dit, particulièrement dans une flotte de véhicules renouvelables avec de la production facilitée, c'est-à-dire que vraiment on veut tout faire en interne, on a vu que les prix de l'énergie c'était assez important et que ça pouvait énormément fluctuer, ben nous on s'est dit ok on va faire des coûts fixes et donc on va aller produire nous-mêmes notre énergie. Maintenant on a à peu près, ça sera intéressant d'aller les écouter, les Q&A du rapport. Donc là on a le cash flow, donc à peu près self-financing, donc les bits. On a le working capital qui ne prend rien, qui nous ramène même de l'argent. Ensuite, on voit que, vu qu'on a arrêté les opérations maritimes, on récupère à ce niveau-là de la vente de peut-être quelques petits outils qui nous restaient. Ensuite, on voit à peu près net invest programme, donc ça c'est ce qu'on a vu, le capex. Et donc après, on voit le free cash flow. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce free cash flow? On verse la moitié en dividende et ensuite, le cash flow, je sais pas à quoi ça représente. Et donc on voit investissement en intangible et intangible assets, donc ça c'est ce qu'on avait vu ici. Goodwill augmente, property plant augmente, donc total assets on arrive à 2,3 milliards, c'est un total liabilities, donc ça c'est normal. Net debt à ce niveau-là, on a une equity de 1,1 pour une valeur de 1,8, ça c'est bon. Ensuite on voit à peu près l'évolution like for like de la food consumption et de food inflation. Donc on voit que la consommation en zone euro, elle a baissé de 3%, et pourtant, on a une inflation des prix de 11,8%, donc je ne sais pas si est-ce que eux, en même temps, on a vu quand même que leur marge a augmenté. Peut-être que les volumes ont baissé chez certains pays, comme on l'a vu en France, etc. En Espagne, il y a une augmentation, au Portugal, il y a une augmentation, en Belgique, on voit que ça a baissé énormément. Peut-être pour ça qu'on va aller faire des acquisitions à ces endroits-là, c'est-à-dire à des endroits où ça a tellement baissé que peut-être que les multiples sont assez bas et qu'on peut aller faire des bons achats. Maintenant, à vous de comprendre, on a eu beaucoup d'informations, on a vu que Steph, ça allait être une très bonne entreprise qui, malgré un environnement de marché peut-être assez incertain, arrive à bien s'en sortir, arrive à faire les bons choix, arrive à vendre, à trouver des acquéreurs sur des trucs qui perdent de l'argent, arrive à continuer de faire de la croissance externe, à peut-être des bons multiples, etc. Maintenant, ça reste une très bonne entreprise. Je suis un petit peu moins rationnel parce que personnellement, j'ai des billes. Donc faites-vous votre propre avis, allez écouter le conférence call. C'était Max. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Je vous dis à bientôt.